Bonsoir, bienvenue. Nous sommes ravis ce soir d'accueillir à nouveau des conférences des Vendanges du Savoir et d'accueillir Céline Geoffroy pour cette conférence. Donc juste pour vous rappeler que les Vendanges du Savoir est un partenariat avec l'Institut des sciences de la vigne et du vin, l'Université de Bordeaux et l'Université de Bordeaux-Montaigne. Voilà, donc on a une série de conférences tous les mois. Les vendanges sont soutenues par la Société Baron Philippe de Rothschild et la Fondation Bordeaux Université. Donc on est ravis de les accueillir ce soir pour cette conférence. Vous aurez la possibilité après la conférence de poser des questions. On fera circuler un micro ballon que vous pourrez vous envoyer. Et puis pour ceux qui sont en ligne parmi nous ce soir, vous aurez aussi la possibilité de poser des questions sur votre application, dans la partie Q&R de votre application. N'hésitez pas, nous allons relayer les questions à notre intervenante de ce soir. Donc, je laisse Anna-Maria Binet, qui est membre du comité de pilotage des Vendanges du Savoir, présenter le parcours de Céline Geoffroy. Bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Céline Geoffroy, que nous avons le plaisir d'accueillir ce soir. Céline Geoffroy est anthropologue. Elle s'occupe de l'alimentaire, des plaisirs, un vaste sujet, du genre, un autre sujet très vaste, et de la santé et de la religion. Et Céline a vécu 22 ans en Bolivie. Et justement, elle a travaillé pour sa thèse. Elle a fait du travail de terrain. Alors, je vous lis le titre de sa thèse, un doctorat en anthropologie, « Boire avec les morts et la Pachamama, une anthropologie de l'ivresse rituelle et festive dans les Andes boliviennes ». Actuellement, elle est attaire au département d'anthropologie et d'ethnologie de l'Université Côte d'Azur. Elle est chercheuse associée au laboratoire d'anthropologie et de psychologie cognitive et sociale à l'Université de Nice Sophia Antipolis, ainsi qu'à l'Institut français d'études andines. Alors, vous avez une très longue liste de publications. Mais il y en a une qui m'a particulièrement ravie. Alors, je vous le lis en espagnol parce que c'est bien mieux. Hein. La borrachera de los muertos, qui est un peu En fait, les morts se saoulent, quoi. Hein, en gros, les morts se saoulent. Et je trouve cette idée vraiment pleine d'espoir pour nous tous. Alors, je vais lui passer la parole avec justement cette pensée tellement positive. Merci beaucoup. Alors, ça me réjouit que cette idée vous intéresse parce que c'est justement le sujet de l'exposé de ce soir. Alors, juste une petite chose, je tiens à rectifier, je ne suis plus à terre à l'Université de Nice. Je suis désormais anthropologue au groupe SEB. Vous savez, SEB, Moulinex, Tefal, Calor, toutes ces choses-là. Donc, on peut s'y amuser aussi, je vous assure. Alors, le thème que je souhaitais vous présenter ce soir, c'est justement l'ivresse, et je vais beaucoup parler de l'ivresse des morts dans la cordillère des Andes bolivienne, comme vous l'avez mentionné, où j'ai habité pendant 22 ans. Alors, si je fais ça, non. Bon, donc voilà. Donc, nous avons intitulé cet exposé « L'ivresse rituelle et festive dans la cordillère des Andes ». Je voudrais voilà, vous expliquer pourquoi j'ai souhaité aborder ce sujet. Donc moi, quand je suis arrivée en Amérique latine, et notamment en Bolivie, je me suis inscrite à l'université, j'étais toute jeune, et le jour même de mon arrivée à l'université, on me dit « Demain matin, rendez-vous, on va faire une bénédiction rituelle du centre des étudiants ».
Moi, j'arrive doucement le lendemain à 8 heures pétantes. Et là, les profs nous attendaient, tous les étudiants. C'est la seule fois où je les ai vus ponctuels, avec des bouteilles d'alcool à 42 degrés du Singani. Et ils nous servaient dans le bouchon de la bouteille des petits verres comme ça à tous les étudiants. Bon, 8 heures du matin. Ça ressemble à de la grappe. Alors après avoir fait plusieurs rondes comme ça de ce liquide délicieux, partagé avec les profs, on est parti avec des bus, donc tout le cursus de tout le département de sociologie. On est parti à la campagne et nous sommes allés dans une chicheria. Une chicheria qui est un endroit où on fabrique la chicha, qui est l'alcool dont je vais vous parler ce soir, en prenant beaucoup de risques, parce qu'il ne s'agit pas donc de vin issu de la vigne, mais bien d'un vin que les paysans appellent parfois, pas toujours, mais le vin de la terre. Donc c'est un vin, une boisson fermentée à base de maïs. Donc on est arrivé dans cette chicheria, et là, on a bu jusqu'à 11h ou minuit du soir, enfin, oui, 11h du soir, avec nos profs. Moi, j'arrivais de la Sorbonne, je vous assure que je n'ai jamais picolé avec mes profs, en tout cas pas dans cette mesure-là. Bon, alors, j'ai voulu comprendre pourquoi est-ce qu'on buvait de cette façon-là, et qui était si différente aussi de la façon de boire des étudiants parisiens. Et c'est comme ça que je me suis engagée dans une étude de l'ivresse. Et cela m'a menée vers l'étude des rites funéraires. Parce que mes interlocuteurs, donc des paysans des hautes terres boliviennes, m'ont toujours expliqué, et j'ai pu le constater, que les moments où l'on boit le plus, c'est le moment, c'est au cours des rituels funéraires, et notamment pendant la fête de la Toussaint. C'est pourquoi je vais vous parler d'ivresse festive. Donc, la question que je me pose, puisque l'on boit pendant les rituels funéraires pour et avec les morts, c'est qu'est-ce qui pousse les gens à boire avec l'invisible, finalement, non ? Parce qu'ils boivent aussi avec la terre-mère, la Pachamama, et avec tous les êtres qui peuplent cette terre-mère. Donc, on boit aussi avec les montagnes, on boit avec les aoukis, qui sont les maîtres des animaux sauvages. On boit avec toutes ces entités. Et on boit physiquement avec eux, c'est-à-dire qu'on va leur faire des libations, on leur parle, on s'adresse à eux et on boit avec eux, parce qu'au passage, on en prend. Et alors là, je trouve que c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce qui nous pousse à boire avec l'invisible, non ? Et c'est un peu ce que je voulais vous partager ce soir, c'est comprendre comment finalement, quels sont les mécanismes cognitifs qui nous permettent de rendre perceptible finalement l'invisible, quoi, les morts et la Pachamama. Alors brièvement, je voudrais vous montrer. Alors je sais pas pointer avec ça d'ailleurs, peut-être comme ça. Ben non. Bon, en tout cas, mon travail de terrain a eu lieu au cœur de la Bolivie, qui se trouve elle-même au cœur de l'Amérique du Sud, et à la zone frontière entre, voyez, l'Amazonie et les hautes terres, donc dans des vallées d'altitude qui sont de langue quechua. Et j'ai travaillé dans plusieurs communautés paysannes. Alors là-bas, on parle de communautés, des sortes de villages à l'habitat dispersé, merci, ça me venait en espagnol. Donc à l'habitat dispersé. Mon travail de terrain pour ma thèse était plutôt dans... Enfin, la plupart du travail de terrain s'est situé vers 4000 mètres d'altitude, mais donc ça s'appelle Huari.
Et cette communauté est en lien constant avec une autre, qui est dans les vallées à 2800 mètres. Et c'est dans ces vallées qu'on cultive le maïs. Soit dit en passant, c'était le meilleur maïs de l'Empire Inca. Et on faisait venir le maïs d'Arani et de Punata, où j'ai travaillé, vers le Cusco, qui était le centre de l'Empire Inca. Et voilà, donc ce sont des communautés paysannes. Ils cultivent, à 2800 mètres, ils cultivent le maïs. Et dans la communauté où moi j'habitais, à Kwari, ce sont des pommes de terre qu'on cultive. Voilà. Donc, qu'est-ce qui nous pousse à boire avec les morts? Grande question. Eh bien, dans les représentations andines, les vivants offrent toujours à boire aux morts parce que, en échange, ils espèrent que les morts vont les rétribuer, en quelque sorte, avec des conditions météorologiques favorables et d'autres situations plaisantes. Je me souviens du fils de la famille chez qui je vivais, qui faisait des études de sociologie et on enterrait sa sœur. C'était terrible. Bon, je vous montrerai quelques photos d'ailleurs de la veillée mortuaire. Et il avait vendu des tas de choses, il avait beaucoup travaillé avec toute sa famille pour offrir un hôtel somptueux pour la première Toussaint après la mort de sa sœur. Et quand toute la fête s'est terminée, dans l'espèce de petite voiture brinque-ballante de retour vers la ville que nous avions prise ensemble, il m'a dit « J'espère que ma sœur m'aidera pour l'examen que je dois donner tout à l'heure avec tout ce que j'ai fait pour elle. » Et bien voilà, c'est ça la réciprocité. Donc on leur donne à boire, mais eux, en échange, ils doivent nous envoyer la pluie au bon moment, le gel au bon moment et nous protéger si on part en voyage et éventuellement nous donner un petit coup de pouce quand on a un examen. Donc, il y a cette réciprocité permanente dans les Andes qui est à la base même des relations sociales dans cette région du monde. Parce que dans les communautés paysannes, très peu d'argent circule et la vraie richesse, c'est d'avoir des relations. Si j'ai un lopin de terre à cultiver et que je suis toute seule, eh ben, je ne pourrai pas le cultiver, surtout si je suis toute vieille, toute croulante. Donc, ma richesse, ce sera d'avoir un certain nombre d'alliés qui vont m'aider. Et puis ensuite, moi, je pourrai aussi les aider. Donc, c'est très important de comprendre cette circularité comme ça et ce va-et-vient dans les services qu'on se rend. Et donc, eh bien, on comprend que si on est dans cette forme de réciprocité permanente avec les défunts, eh bien, les rituels liés aux divers moments de construction du deuil sont des moments d'échange impressionnants, en tout cas aux yeux d'une petite Parisienne, d'alcool. Quand je dis impressionnant, je parle de dizaines et de dizaines de litres de chicha que l'on peut boire. Alors, évidemment, vous me direz, c'est un liquide qui n'est pas très alcoolisé, ça peut aller de 3 à 6 degrés. Mais enfin, au 30e litre, on commence quand même à être un peu ivre. D'ailleurs, toute la difficulté pour l'anthropologue, c'est de garder la tête froide pour observer les rituels. La caméra nous aide souvent le lendemain, mais juste, c'est d'ailleurs, je fais une petite digression, mais la caméra est parfois un problème parce que qu'on passe les limites de l'ivresse ensemble, au contraire, c'est voulu, c'est recherché. Ils sont très contents que l'anthropologue participe des festivités et s'enivre au même rythme. Mais la caméra, c'est un œil neutre qui, lui, qui ne passe pas les frontières. Et le lendemain, qui va pouvoir prouver l'état dans lequel on était. Donc moi, j'ai eu des soucis souvent importants lorsque je filmais. Mais il y a des subterfuges, par exemple, de devenir copain avec les petits-enfants et leur dire « Regarde, la caméra, c'est génial, tu peux faire ce que tu veux, va filmer !»
va filmer de l'intérieur. Ça, c'était super, parce que du coup, on leur disait rien. Donc, je vais beaucoup vous parler de la Toussaint, parce que c'est un moment vraiment de grande réunion. On dit que c'est le moment où les morts reviennent parmi les vivants pendant 3 jours pour partager du temps avec eux, pour aussi faire leur récolte pour l'année à venir. Parce que pendant 3 ans, on dit que les morts n'ont pas acquis complètement leurs conditions, leurs nouvelles conditions ontologiques de mort. Ils apprennent à devenir morts en quelque sorte. Donc il faut encore les aider. Et les vivants ont eux aussi besoin d'apprendre à se séparer de leurs défunts. Donc pendant 3 ans, on dit qu'ils reviennent. Bon, et les années suivantes, ils continuent de revenir, mais on ne leur fait pas un hôtel de cette envergure, parce que ce sont des hôtels qui coûtent extrêmement cher. Et souvent, les gens partent en migration pour pouvoir acheter tous les biens qu'on va ensuite accrocher. On va s'arranger, comme je vous disais, plus on a de relations, plus on va avoir de richesses potentiellement, parce que chacun va apporter des biens qu'on va pouvoir accrocher, mais c'est extrêmement onéreux et long à fabriquer. Donc au cours de cette fête, on va accrocher un maximum de produits, parce que, comme je vous disais que c'est la période de récolte, il faut qu'ils puissent repartir avec tout ce qu'ils aimaient lors de leur vie, vivante. Alors, j'aime beaucoup cette photo parce qu'on voit, on aime représenter en petit, et ça, on le retrouve dans les Andes pour d'autres dimensions, mais l'idée, c'est de faire en petit ce que l'on souhaite avoir en grand. Avec une bénédiction, on peut l'obtenir. Donc, on va trouver des petites balançoires, des camions. Et l'idée, c'est aussi d'avoir des produits de tous les étages écologiques andins, c'est-à-dire des étages des hautes terres avec des pommes de terre, des cuisses, vous voyez, des cochons d'Inde. Vous voyez là-haut, il y a des petits cochons d'Inde qui sont comme ça. En plus, on rigole, on les met, ils me racontaient « Oh, ils sont en train de s'échapper ». Souvent, on leur met une carotte dans les mains. C'est des voleurs, ils ont piqué une carotte. Bon. Parce qu'on rigole beaucoup pendant qu'on monte l'hôtel. Ça prend plusieurs jours, parce qu'il faut faire les pains. Je vous le montrerai après. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que oui, c'est un moment vraiment festif. Et puis, on met des bananes qui viennent de la partie plus amazonienne, des ananas. Enfin, plus il y en a, plus c'est prestigieux et plus le défunt sera heureux. Là, j'ai mis une autre photo plus précise. Donc, on voit des poulets. Alors, souvent, on les met dans des situations rigolotes, avec un piment dans la bouche ou des choses comme ça. Et vous voyez déjà pendre une bouteille de bière. Ça, c'est prestigieux parce que quand on est à la campagne, il n'y a pas de magasin. Donc, aller acheter de la bière, ça veut dire trouver un moyen de transport pour aller en ville, ou en tout cas proche d'un endroit où on vend de la bière, rapporter de la bière, avoir des bouteilles consignées, etc. Donc, c'est prestigieux de boire de la bière dans ces zones-là. Donc, avec toute cette mise en scène, finalement, de l'hôtel, enfin, tout cet hôtel, on a vraiment l'impression que le défunt est parmi nous. Alors, les gens, enfin, une famille me disait, en fait, nous sommes pleins d'ailes, des âmes. Nous sommes pleins des âmes. Et pourquoi ils me disaient ça? Alors, je vais vous en reparler, mais finalement, on boit avec les morts, on mange avec les morts. Et même à la fin, on mange les morts, en tout cas leur représentation. Donc on est dans une relation que j'ai appelée ailleurs de cannibalisme symbolique, parce qu'ils nous disent, les morts nous aspirent. En fait, quand ils viennent pendant les 3 jours, ils nous prennent notre énergie, ils nous aspirent. Et je me souviens d'une personne avec qui je travaillais qui me disait, mais tu vois bien, on est fatigué. Évidemment, 3 jours qu'on picole et qu'on ne dort pas, qu'on fait la tournée des hôtels, qu'on va chez les uns, chez les autres. N'oubliez pas qu'on est à 4000 mètres d'altitude.
c'est fatigant tout de même. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était fatigant de marcher. Tout ça. Donc, évidemment, on était extrêmement fatigués. Et on disait, ben voilà, c'est la preuve. Tu vois bien que les morts nous aspirent. Et comme à la fin, on mange les représentations des morts, comme je vais vous le montrer, on comprend cette imbrication, cette relation très forte. Alors, pourquoi boire avec ces morts, puisqu'on ne les voit pas? Alors, une des premières idées qui me vient à la tête, c'est les momies andines. Les momies ce sont des cadavres qui ont encore souvent un peu de peau ou pas, mais elles sont sèches, elles sont déshydratées. Et c'est comme ça qu'on les fabrique. On leur met des cirages et puis on les laisse sécher au soleil, en quelque sorte. Donc elles sont déshydratées. Et c'est un processus que connaissent bien les Andins. Ils ont réussi de cette façon-là, d'ailleurs, à conquérir les Andes parce qu'ils pouvaient emporter leur nourriture avec eux. Ils savaient lyophiliser les pommes de terre, ça fait des chuño. Ils savaient sécher aussi la viande, donc ça donne cette viande-là, le charquecan, on l'appelle. Et puis le maïs qui ensuite peut être gardé des années, de même que les pommes de terre. Là-haut, vous voyez le processus de fabrication des chuño, donc des pommes de terre déshydratées. Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que c'est à partir du moment où on va réhydrater ces produits qu'ils vont devenir aptes à la consommation humaine. Quand pour fabriquer de la chicha, il y a deux manières. La première, c'est quand on fait germer le maïs, puis on le refait sécher et on en fait de la farine qu'ensuite on va faire bouillir, etc., et fermenter. L'autre façon, à ce moment-là, on ne le fait pas germer, mais on mâche la farine de maïs, et ce qui intègre un enzyme qui permet la fermentation plus rapide. Mais ce qui est entendu là, c'est qu'on connaît vraiment dans les Andes ces processus de lyophilisation et ensuite de réhydratation pour pouvoir être alimenté. Et on sait aussi que les os sont la partie que l'on offre lors des sacrifices. Parce que les humains vont manger les parties molles et les os sont ce que l'on va, in fine, donner aux divinités. Ce sont les os qu'on va brûler ou qu'on va enterrer à la fin du sacrifice. Donc, pourquoi? Parce qu'ils sont considérés comme imputrescibles, ils sont considérés comme éternels. Et c'était déjà le cas dans la Grèce ancienne. Donc, c'est un processus qui est intéressant. Donc, quand on réhydrate tous ces produits dont je vous ai parlé, ils deviennent consommables. Eh bien, quand on donne à boire aux défunts qu'on ne voit pas, en quelque sorte, c'est aussi une façon de les faire revivre symboliquement. Mais c'est très fort parce que j'ai mis plusieurs citations où, vous verrez dans les bulles en bleu ciel, sont les citations de mes interlocuteurs sur le terrain, mais vous verrez, ils disent très souvent, mais enfin, elles sont là les âmes, on ne les voit pas, mais elles sont là. D'ailleurs, si ça se trouve, elles sont mortes de rire de nous écouter parler d'elles, parce qu'elles nous regardent. Et parfois, moi, je me balade dans la maison et je me dis, oh, mais en fait, vous n'avez pas assez à boire, parce que vous êtes plus nombreux que prévu cette année. Ah, ben, je vais aller vous racheter à boire. Et j'ai vu des femmes aller racheter à boire pour les âmes. Donc, on considère vraiment que, ok, on ne peut pas les voir, ils ne sont pas présents, mais leur énergie est parmi nous. Donc, évidemment, je tiens à signaler qu'on n'est pas devant un processus, une naïveté. Bien sûr que non, ils savent très bien que les personnes ne sont pas physiquement parmi nous. Mais c'est leur, comme je vous disais, c'est leur énergie qui est là, c'est une forme de présence, comme, je sais pas, comme un ange gardien qui serait parmi nous. On sent cette présence.
par rapport à cette notion de présence, alors à la Toussaint, évidemment, bon, on ne voit pas les âmes, mais je vais vous montrer tout ce qu'on est capable de mettre en œuvre pour faire comprendre, faire sentir cette présence des défunts. Mais on le sent aussi très fort lors des veillées funéraires, là en présence du corps, hein, mais parce qu'on s'adresse à lui, parce qu'on l'engueule, ouais, maintenant t'es mort, c'est bien facile pour toi, moi maintenant je vais rester avec tout le travail, je vais devoir cultiver les champs, toi tu te reposes, enfin comme ça on l'engueule en lui donnant à boire. Mais c'est quelque chose qui est très frappant quand on arrive de notre monde occidental européen. On n'est pas habitué, enfin en tout cas pour ma part, moi j'ai été vraiment frappée par une altérité très très étonnante. Alors pour comprendre ce phénomène, je me suis appuyée sur plusieurs théories qui m'ont aidé à comprendre comment on pouvait effectivement sentir cette présence. Alors la première, que je trouve très intéressante, c'est l'idée de la cognition incarnée. On apprend par corps, on apprend par nos sens d'abord, non ? On apprend, alors là je vous ai mis un petit schéma. L'idée c'est que notre cerveau et notre corps sont connectés, mais qu'on apprend d'abord par l'intermédiaire de stimuli, par exemple des odeurs, par exemple ce que l'on peut voir, ce que l'on peut sentir, une chaleur, une petite clochette, des choses comme ça. Tous ces stimuli sensoriels vont ensuite monter au cerveau, qui va les traiter et qui va ensuite pouvoir en fabriquer des représentations, donc quelque chose d'abstrait. Donc à partir de stimuli que je peux... je vous les détaillerai plus tard, mais on peut vraiment arriver à commencer à abstraire et ne pas avoir besoin d'avoir le mort devant nous pour sentir qu'il y a une présence. Alors juste là, c'est un petit rappel, c'est qu'on n'apprend pas uniquement par les sens que l'on connaît le mieux, la vue, l'odorat, le goût, etc. Il y a aussi tous les autres. Tout ce qui concerne la proprioception, c'est notre connaissance du corps dans l'espace, tout ce qui concerne la douleur, tout ce qui concerne la température du corps, l'équilibre, tout ça, ça nous permet de nous situer par rapport au monde extérieur et nous renvoie des stimuli qu'ensuite on va pouvoir traiter. Donc, fort de cette idée de la cognition incarnée, j'ai un collègue, Arnaud Alois, qui est anthropologue également, qui a travaillé dans le nord du Brésil avec des rituels de possession. Et il va encore un peu plus loin et il montre que finalement, pour créer cette présence de l'invisible, on peut le comprendre à travers 3 axes. Il y a un premier axe qu'il appelle l'axe imaginatif, qui finalement... par un système de miroir, nous permet de nous projeter. Par exemple, si je vous vois commencer à trembler dans le rituel de possession, moi-même, je vais avoir cette sensation, je vais la comprendre en tout cas, et je vais éventuellement la sentir, voire l'expérimenter. Ensuite, il parle d'un axe kinesthésique. Dans les rituels, il y a toujours des gestes, des paroles, des façons d'être physiquement dans le rituel, qui sont connus, qui sont codés et que l'on sait décoder et puis que l'on peut également s'approprier. Et puis ensuite, il y a un axe émotionnel, c'est-à-dire que les émotions sont contagieuses en quelque sorte. Donc, une émotion que moi je ressens très fort va être perçue par les autres et puis va être appropriée. Dans un rituel, quand on entend... Alors, je ne sais pas si c'est là que je l'ai mis maintenant. Tout à l'heure, je vous ferai écouter des personnes qui prient très fort. Mais quand on entend ces personnes prier de façon continue,
sur un ton assez monocorde. Je ne suis pas du tout musicienne, donc je ne saurais pas décoder. Mais ce qui est certain, c'est que ça provoque une émotion forte et que tout le monde va partager cette même émotion. Et quand on a ces trois axes en jeu, on peut commencer à comprendre comment on arrive à percevoir l'invisible. Et je pense que la théorie de Vernon, qui est un historien qui a travaillé sur la Grèce, est aussi intéressante pour comprendre comment on figure l'invisible. Il y a l'idée d'imitation. Il y a l'idée d'imitation, d'apparence. Et par exemple, bon, j'ai pris une image de Dionysios, mais un dieu à qui on va donner une figure humaine. Et ça nous permet de nous projeter, d'essayer de comprendre, ça nous permet de l'incarner, parce que ça fait référence à quelque chose que l'on connaît. Ici, j'ai pris l'exemple du chaman, d'un chaman andin, parce que toutes ces représentations de l'invisible sont évidemment codées culturellement. C'est impossible d'avoir les mêmes représentations dans une géographie ou dans une autre. Les chamans andins avec qui j'ai travaillé me disaient, tu vois, moi j'ai besoin de beaucoup boire pour attendre mes auxiliaires, pour les personnes les êtres qui vont venir m'aider dans les processus de guérison. Et quand je commence à sentir un petit vent dû au battement d'ailes du condor, ben je sais qu'ils sont là et qu'ils vont pouvoir me guider dans le rituel de guérison. Ben, c'est évident qu'un chaman parisien ne sentira pas le coup d'aile d'un condor ou la laine du jaguar. Donc c'est bien entendu culturellement codé. Et donc, ce qui est intéressant, c'est finalement de comprendre que quand on essaye de travailler sur les représentations mentales, en tout cas dans le cadre de l'exercice que j'ai fait, il faut essayer de rendre présent ce qu'on ne voit pas. Non ? Et alors, pour ça, je vais vous montrer dans la seconde partie quels sont les artifices que moi j'ai pu percevoir qui aident les personnes présentes dans le rituel à sentir cette présence des morts qui viennent leur rendre visite. Alors, ici, c'est une toute petite vidéo de très mauvaise qualité. Je ne me souviens plus, j'ai probablement dû demander à des enfants, comme je vous disais, de le filmer pour moi. Mais vous allez écouter ces prieurs lors de la Toussaint qui ont ce chant monotone et qui font que, au bout d'un moment, avec tout l'alcool que l'on a déjà bu, et eux aussi, eh bien, on rentre dans une espèce une légère transe. À ça, il faut ajouter la lumière des bougies, la lumière tremblotante, et on nous dit toujours que l'âme des défunts se cache dans la bougie, qui est vivante puisqu'elle bouge, mais elle ne fait pas que de la lumière. On est dans des toutes petites pièces fermées, sans fenêtre, et à 4000 mètres d'altitude ou 3008, il fait très froid, et ces bougies, quand elles sont très nombreuses, là, il n'y en a que quelques-unes, eh bien, ça crée une chaleur et une odeur aussi, ça fait remonter aussi des odeurs. Je vous ai dit que chaque fois qu'on buvait avec les morts, on faisait des libations. Or, par terre, c'est de la terre battue. Donc, des libations de chicha, de litres de chicha, sur de la terre battue, ben, ça fait de la boue à la chicha. Donc, c'est un peu vinaigré, vous voyez. Alors, il y a aussi beaucoup de fleurs. Vous voyez, là, sur les côtés. Ça répand une odeur très forte. Il y a aussi, parfois, des clochettes. Donc, tout cet échafaudage multisensoriel, une chaleur moite, alors qu'il fait tellement froid dehors, on entend le vent en général. Vraiment, c'est cinglant le vent. Et là, à l'intérieur, c'est moite, c'est stagnant, il y a
toute la communauté qui vient. Donc on est parfois, ça tourne, mais on peut être jusqu'à 50, 60 dans la pièce, les uns sur les autres. L'odeur de chicha. Vous voyez, donc il y a tout cet environnement qui nous prend. Et on sent une espèce de contagion, comme je vous disais tout à l'heure, des émotions, et on a vraiment l'impression d'une présence. Voilà, alors je vous fais écouter. Bon, c'est un peu artisanal, hein, c'est pour ça que... Mais quand on entend ça pendant un certain temps, et que parfois on entend aussi le chant des pleureuses, il y a des pleureuses professionnelles qui viennent s'ajouter, je vous assure que quand on est très très nombreux, ça crée un climat vraiment, vraiment intense. Alors, cette petite introduction pour essayer de comprendre comment concrètement on rend visible ces morts, comment on les sent vraiment parmi nous quand on se trouve dans les Andes boliviennes. Alors, un des premiers éléments lors de la Toussaint qui est très frappant, c'est la fabrication des pains des morts. On les appelle des tantawawa en quechua, ça veut dire des bébés de pain. Et ces bébés de pain, on les voit là. Alors, on dit que ce sont des représentations du mort. Alors, ça peut être d'un mort précis. Alors, si c'est le mort de l'année, ça va être comme à côté. Vous voyez, là, on voit des hommes qui portent un cercueil, et c'est le cercueil du défunt. Donc, on joue encore là. Quand on est en période funéraire, on est tout le temps dans le puriay, c'est-à-dire dans le jeu. Et là, quand on fabrique le pain, on est plusieurs, on y va 10, 15, et on façonne dans de la pâte à pain, on façonne des objets, des personnes. On rigole tout le temps. Hein. C'est vraiment très, très festif. C'est très attendu, la Toussaint. Donc, ces bébés de pain, eh bien, ils représentent le défunt. Donc, vous comprenez déjà l'analogie avec la messe, parce que, enfin, avec le corps du Christ, parce qu'on dit que le défunt, on fait toujours l'analogie entre le corps du Christ et le corps du défunt. Ils vont dire, les tantawawa, c'est le Christ et le mort. Donc ça, c'est le processus de fabrication. C'est vraiment une véritable usine. Pendant une journée, on fait du pain, des tantawawas, etc. Et là, on fait des petits oiseaux, par exemple. Les oiseaux représentent le défunt et qui apprend à s'envoler vers son monde de mort. Ensuite, on les peint avec une teinture végétale achioté. Et ensuite, on les met au four. Ça, c'est l'affaire des hommes. Le four qu'on a retapé pendant plusieurs jours et qu'on allume une fois par an pour fabriquer les pains des morts. Donc, les tantawawas, qui représentent les défunts, mais sont aussi considérés comme des... c'est cette ambiguïté permanente, comme vivante. C'est considéré comme des bébés vivants, mais en même temps qui représentent le défunt. Bon, c'est pas toujours simple à suivre. Et on a toujours, avec ces pains, de la chicha, qui représente le sang du Christ et du défunt. Donc là, c'est dans un verre qui s'appelle andabete, qui fait à peu près 5 litres. Quoi. Alors, c'est très difficile de boire dedans. Évidemment, on s'en met partout. D'ailleurs, c'est l'idée, parce qu'il faut que ça flue constamment. Et comme je vous ai dit que ce qu'on faisait en petit avait vocation à se reproduire à grandeur nature, eh bien, l'idée, c'est que le flux de chicha simule les flux d'eau météorologique, de pluie, et que ça incite la pluie à venir. Parce que la Toussaint est l'ouverture, le mois de novembre dans l'hémisphère sud,
et marque le début de la saison des pluies, qui est absolument nécessaire, parce que, évidemment, à cette altitude, on n'a pas d'eau. Donc, toujours la chicha à côté du pain. Donc, on a là réuni des éléments qui sont finalement une représentation de la vie. C'est la fermentation. La fermentation, en tout cas, la fermentation de la chicha est quelque chose de vraiment spectaculaire. Parce que, donc là, on la fabrique dans des choses comme ça, j'ai oublié, je ne sais pas le dire en français, mais des grandes poêles. On en fabrique des milliers de litres. Hein. Et ensuite, on la met à fermenter dans des prunius, comme vous voyez à droite. Et suivant le degré de fermentation, on entend la chicha qui bout. Ils utilisent des termes culinaires, elle bout. Même, ils utilisent aussi des termes qui vont bien au-delà, parce qu'ils disent que les prunius vomissent, parce que parfois ça recrache, vous voyez, comme une bière, non, qu'on secoue, eh bien ça fait la même chose, et on l'entend, non, les petites bulles éclatent, et puis ça bouge. Comment ne pas voir la main divine dans cette fermentation qui arrive de rien finalement? Et c'est ce qui se passe également avec le pain. Donc en altitude, là où j'habitais, évidemment, les pains ne lèvent pas beaucoup. Et d'ailleurs, c'est l'idée, il faut qu'ils restent un peu durs parce qu'ils représentent les os du défunt, puisque je vous ai dit qu'ils représentaient le défunt. Mais ils lèvent tout de même un peu. Donc c'est ce mystère de la fermentation qui est aussi un marqueur, finalement, de l'intervention divine. Et on retrouve évidemment les mêmes symboles que dans la messe chrétienne. Et alors là, ce que je vous ai montré, c'était pour la Toussaint. Ici, c'est le repas que l'on fait le jour de l'enterrement. Et c'est le plat du mort. Le plat du mort, il s'appelle puka lawa. Puka, c'est rouge. Lawa, c'est une soupe. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'ils vont encore une fois faire l'analogie en disant... Eh bien, le liquide de la soupe, c'est le sang du défunt et du Christ, et la viande des brebis qu'on a sacrifiées, parce qu'on sacrifie plusieurs brebis pour le jour de l'enterrement, la viande de la brebis, c'est... on ne dit pas brebis, si c'est le corps. Donc, il y a encore cette messe, non, entre le sang, la viande, le corps. Une autre forme de représentation de nos défunts, c'est quand on met en scène quelqu'un qui va jouer le rôle du défunt. Alors, on arrive à des situations complètement incongrues. Encore une fois, on rigole beaucoup, mais beaucoup. Donc là, c'était justement la première Toussaint de la fille de la maison, donc de la sœur d'Ernesto, qui lui a demandé ensuite de réussir son examen. Donc, le mari de la défunte, qui était malheureux, pas tant que ça, mais quand même, et quelqu'un qui a endossé à la fin, pour dire au revoir le dernier jour de la Toussaint, on endosse le rôle, enfin, il s'est déguisé en la défunte, mais c'était un homme. Alors, vous voyez déjà les jeux de pouvoir et les jeux sexuels aussi qui se cachent derrière, parce que les morts aussi ont une sexualité débridée. J'ai enlevé la slide parce que j'avais plus le temps, mais il y a beaucoup de choses à dire sur la sexualité des morts, surtout quand ils ont bu. Et donc, là, c'est un homme qui joue le rôle d'une femme, et souvent, ça peut être des jeunes gens qui vont jouer le rôle d'une vieille femme. Donc, ça fait plusieurs niveaux de travestissement. Donc, pourquoi est-ce qu'on joue comme ça avec les travestissements? Eh bien, moi, je fais l'hypothèse que ça a des vertus apotropaïques pour repousser la mort, la tromper. Hein, d'ailleurs, quand on part au cimetière, on renverse les tables pour que la mort se perde, elle ne puisse plus venir chercher les autres, parce qu'on dit que quand elle frappe une fois, ensuite elle emmène un peu les autres avec. Donc là, c'est quelqu'un, là en l'occurrence un homme, qui jouait le rôle de la défunte et qui commençait à avoir des jeux ambigus avec le mari. Mais le mari était assez troublé parce que finalement, il s'adressait à lui comme si c'était sa femme. D'accord ? Donc c'est aussi une façon d'incarner la défunte.
Bon, je vous avais dit que les bougies aussi, l'âme se trouvait. Et alors, quelque chose qui est encore très intéressant, c'est le jour de l'enterrement, le jour de la veillée mortuaire, pas de l'enterrement, le jour qui précède l'enterrement. On joue avec les osselets des brebis qu'on a sacrifiées. Mais vous verrez, d'abord, on joue toujours avec des bols qui sont cassés. Donc il y a l'idée d'une autre vie qu'on peut donner à une assiette. Non, je crois que les Japonais font quelque chose de semblable. C'est une espèce de renouveau. Hein. Ça veut dire que l'assiette cassée peut continuer de servir. Et les osselets, eh bien, on les fait sauter, on les bouge quoi, pour les lancer. Et donc là encore, c'est le vivant, pardon, justement pas, c'est le défunt qui est animé et qui est là dans notre assiette. Et en même temps, il est là derrière nous parce qu'il est dans son cercueil ou dans sa couverture contre nous, enfin vraiment littéralement à côté. Donc on lui parle, on lui donne à boire, on joue avec les osselets qui le représentent. En même temps, il est là, pour le coup, il est vraiment là, présent. Bon. Donc c'est très intense. Et comme vous voyez par terre, alors là c'est le début de soirée, mais on voit quelques traces de chicha, de libation qu'on a donné, parce que chaque fois qu'on joue, chaque fois qu'on gagne, chaque fois qu'on perd, hop, on fait des libations pour le défunt. Donc on joue pour le défunt. Et c'est une façon de le maintenir en vie symboliquement. Une autre piste, c'est également le pouvoir de la parole. Non, la parole est performative dans les Andes. Le fait de nommer, ça fait exister. Avant de faire une chaya, quelle qu'elle soit, une libation, on va toujours s'adresser à la personne ou à l'entité qui est concernée. On va dire montagne un tel, je bois pour toi, pour que tu me protèges, que tu protèges ma famille, ou pour que tu me soignes, ou que tu lâches mon âme, etc. Mais on nomme. Et le fait de nommer, ça crée un pacte finalement, ça crée un contrat avec la montagne. Alors ça peut être la montagne, mais ça peut être aussi le mort. Donc on va toujours le nommer avant. Et bien le fait de nommer, ça fait donc exister. Et encore une fois, c'est une façon de rendre cette présence presque palpable. Enfin, présence, vous m'entendez avec des guillemets, bien entendu. Alors là, il y a une citation que j'aimerais bien vous lire, parce que c'est l'idée que les émotions sont vraiment partagées avec nos défunts. Si moi je bois, j'aime boire, mais le défunt aussi aime boire. Et il aime s'enivrer au même rythme que moi, puisque je lui donne à boire au même rythme que je me sers. Donc on nous dit, il est heureux aussi, quoi. Et c'est quelque chose que je trouve intéressant. On a toujours beaucoup de respect, donc on porte la main à son chapeau, ou on enlève son chapeau avant de nommer le défunt et puis de lui donner à boire. Là, vous voyez, le monsieur fait une libation devant l'autel de la défunte. Là, c'est encore une histoire de jeu d'osselets. Là, on va bientôt commencer à jouer aux osselets. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre que l'ivresse rituelle est recherchée. Elle est valorisée. On doit être ivre parce que c'est le gage d'une communication partagée avec les défunts. Quand on rencontre les personnes le lendemain d'une veillée mortuaire ou d'un tout ça, on dit comment t'as passé la fête, c'était sympa. Ils disent ils m'ont laissé à moitié ivre. Et ça, c'est pas bon. Il fallait être complètement ivre, pas complètement. Il faut pas non plus être trop ivre, ce qu'on appelle trop ivre. Ça, c'est une situation qu'on va laisser aux mains des chamans ou des personnes qui savent gérer l'ivresse. Mais il faut être moyennement ivre, comme ils disent, moyennement ivre en termes des personnes avec qui je travaillais, c'était très très ivre pour nous, voyez. Et parce que c'est le moment où on a une altération des sens, une altération physique et encore plus psychique, qui nous permet aussi de parler avec nos morts et
d'entamer un dialogue. Donc cette ivresse-là, elle est recherchée. On a besoin d'être ivre pour pouvoir communiquer avec nos morts. Et c'est ce qu'on appelle en quechua le machai. Le machai, c'est le verbe qui veut dire s'enivrer. Mais c'est aussi le concept d'être tous ensemble et pendant 3 jours lors de la Toussaint ou pendant les jours qui suivront l'enterrement, on fait la fête jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de chicha. Donc c'est variable. Mais en fait, tout ce temps-là, on va l'appeler le temps du machai, le temps où il faut être ivre. Et cela permet de consolider non seulement les liens avec les défunts, bien sûr, mais également avec la communauté des humains, des vivants. Hein. On est obligé d'aller aux enterrements. On a une liste, le syndicat fait une liste et on voit qui vient, enfin on est obligé d'y aller, d'ailleurs on doit donner une petite participation. Et quand je leur demandais pourquoi est-ce que c'était obligatoire d'aller aux enterrements, ils me disaient, ben, toi quand tu mourras, tu seras bien contente que tout le monde vienne et qu'on entoure ta famille, etc. Donc c'est vrai. Alors, là, il y a une toute petite vidéo que je vais vous montrer. Bon, c'est pour vous montrer comment on boit. Donc, tout se fait toujours par 2 dans les Andes. Donc, tout se fait par paire. Hein, c'est toujours la réciprocité. Donc, je bois pour toi, tu bois pour moi. On boit avec la Pachamama. Et là, vous allez voir comment les hommes font des libations quand on leur donne à boire. Bon, je suis désolée pour la qualité, hein, c'était plus une petite vidéo ethnographique comme ça. Donc, on comprend l'importance d'accompagner aussi les familles endeuillées. Et on le fait avec l'ivresse partagée également. Pourquoi ? Parce que la famille endeuillée ne doit pas s'efforcer, ne doit pas beaucoup travailler pour préparer l'enterrement et même tout ça. C'est la communauté qui se soude autour d'elle, qui viennent, qui les aide, qui les accompagne pour les aider à passer ce moment difficile. Donc, pour pouvoir accompagner cette famille, il faut qu'il y ait beaucoup de chicha. Si elle vient à manquer, ils vont dire, oh, bah, de toute façon, c'est pas intéressant dans cette famille-là, dans cette Toussaint-là, ils ont été radins, donc on va partir ailleurs. Donc, si on veut garder les gens, il faut leur donner à boire. On comprend donc qu'il y a un enjeu de prestige qui se joue dans cet accompagnement. C'est prestigieux aussi d'avoir des personnalités qui viennent chez soi. Hein, donc, enfin, les relations de pouvoir se prolongent dans la mort. Hein. Je me souviens aussi et puis, les enjeux de pouvoir, les enjeux économiques. Il y a un ancien de la communauté qui me disait, bon alors, se marier, ça coûte cher, mais alors mourir... Bon, ben voilà, parce que tout le monde doit s'y mettre, tout le monde, ce n'est pas si facile de mourir. Et quand les personnes, quand on a quelqu'un de malade ou quelqu'un de vraiment très vieillissant, on m'explique que là, on commence déjà à mettre un peu de sous de côté. Alors quand ce ne sont pas des sous, ce sont des vaches, mais en tout cas, on commence à préparer déjà l'enterrement. Et puis, l'accompagnement se prolonge donc à la maison, le soir, dans la journée. Vous avez vu toutes ces images que je vous ai montrées, mais également au cimetière. Et alors, au cimetière, on y va le jour de l'enterrement. Et là, il faut vraiment essayer d'avoir un maximum de personnes pour pouvoir accompagner le défunt et lui apprendre à s'envoler, lui apprendre. Et il faut être toujours dans la joie, parce que sinon, il n'aura pas envie de partir. Il voudra rester consoler les vivants. Donc, il est nécessaire d'accompagner la famille, d'accompagner au cimetière. Alors, suivant les habitudes, là-haut, ça se passe dans la vallée. Alors là, on n'hésite pas même à faire venir des mariachis
du Mexique. Hein. Enfin, c'est une musique quand même du Mexique, qui a plusieurs milliers de kilomètres, mais c'est prestigieux justement parce que c'est une musique étrangère. Ou alors on fait venir des fanfares boliviennes, hein, le mort part en fanfare. Et puis, dans le cimetière de Huari, où il n'y a pas d'électricité, où il n'y a pas d'argent, c'est différent, mais on va s'asseoir sur la tombe du mort et on va boire une grande partie de la nuit avec les enfants, avec tous les parents, et on rigole et on discute et on se souvient du mort. Et ça permet là aussi de renforcer les liens sociaux, les liens familiaux et les liens communautaires. Je termine pratiquement là-dessus. Vous voyez qu'à la fin de la Toussaint, si vous regardez par terre, le sol est tellement saturé d'alcool que ça fait comme un miroir, voyez, comme un miroir de chicha. Imaginez combien de litres ont dû pénétrer avant pour arriver à cette saturation. Et là, on nous explique que, bien sûr que les âmes, enfin les défunts s'enivrent. D'ailleurs, la preuve, c'est que si que le lendemain, enfin là c'est le jour du démontage de l'autel, le lendemain les aliments n'ont plus de goût. On dit que les morts se sont alimentés du fumet et du goût de tous les biens, tous les produits qu'on leur a offerts. Voilà. Et donc, rapidement, c'est ce que je voulais vous présenter, une façon de communiquer, de communier aussi, à travers l'échange de boissons et à travers l'ivresse qui s'ensuit. Voilà. Merci. Merci. Ça marche ou pas? Si, ça doit marcher. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup de nous avoir fait part de ce travail de terrain et de ce monde qui est tellement différent du nôtre. Un monde où les morts ne sont pas morts, où les morts boivent à foison, où les morts ont une vie sexuelle débridée. Ça nous ouvre vraiment des perspectives extrêmement intéressantes. Enfin, une bonne nouvelle. Nous n'en avions pas tant que ça ces derniers temps. Donc, c'est très bien. Nous allons partir beaucoup plus optimistes que nous sommes venus. Bon, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. J'aurai aussi les questions par Zoom. Pour le moment, j'en ai pas. Exactement. Mais madame... Petit point technique, pensez bien à parler proche du micro pour qu'on vous entende. Je vais vous le donner, il est là. C'est un micro-ballon. Et après, vous pourrez l'envoyer aux autres personnes qui souhaitent poser des questions. Voilà, moi je vais me rapprocher un petit peu. Vous êtes prête ? Je voulais savoir si ce rituel est arrivé avec la religion catholique. Alors, il y a une forme de syncrétisme, en tout cas de superposition de croyances et de pratiques. Parce que bien avant l'arrivée des Espagnols, on avait l'habitude de boire avec les morts. La première image que je vous ai montrée, c'est un... Attendez, je vais essayer de... Voilà, par exemple, sont des momies qu'on baladait, qu'on sortait une fois par an. Et évidemment, les rites, les différents rites qui sont ici pour favoriser de bonnes récoltes, favoriser l'eau de pluie, correspondent au calendrier agricole. Et donc, ça collait. Et justement, les rituels des morts andins débutaient début novembre, enfin à l'époque de la Toussaint. Donc, ça a coïncidé. On donnait vraiment à boire aux morts. On les déterrait déjà, Dans certaines régions, on les mettait dans des sacs à dos, on les faisait danser en leur donnant à boire. On leur passait une sorte de cirage tous les ans, on les nettoyait, quoi, on les sortait et tout ça. Et donc
donc ça coïncidait avec l'époque de la Toussaint des Espagnols. Évidemment, la chicha était du vin, mais les Espagnols ont aussi apporté la vigne en Amérique du Sud pour pouvoir faire du vin de messe. Alors, bon, j'en ai pas beaucoup parlé parce que voilà, j'ai plutôt axé mon exposé sur la chicha, mais il y a évidemment le vin de messe. Mais ce qui est intéressant, c'est justement de voir cette symbolique croisée. Alors, le pain, non, il n'y avait pas de pain avant l'arrivée des Espagnols. En revanche, enfin, le pain tel que nous le connaissons. Mais il y avait ce qui se faisait dans certaines régions andines, dans ce coin, c'était des cactus hallucinogènes, du San Pedro, maintenant on les appelle. On en faisait des espèces d'hosties. On coupait des tranches et on les faisait sécher, et ça ressemblait à des hosties, et donc c'était aussi voilà, une forme de communion, parce que ça représentait un dieu, on mangeait le dieu, etc. Enfin, voilà. Merci. Merci pour votre exposé. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le goût de cette chicha? À quoi ça ressemble? Est-ce qu'on a quelque chose d'approchant? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que la première rencontre avec la chicha n'est pas forcément la meilleure. Ça a un goût très particulier, c'est aigre, c'est un peu épais. Les meilleurs chichas sont issus de maïs qui sont un peu gras, enfin, c'est des gros grains de maïs, donc il y a des bulles de graisse qui flottent dessus. C'est servi dans un seau et avec des demi-calebasses comme ça, comme vous avez vu, et on partage tous la même calebasse. Mais il faut aussi savoir que les gens mâchent en même temps, j'en ai pas parlé, mais la feuille de coca qui est elle aussi sacrée, et qui vient se nicher, en tout cas des petits bouts, dans les dents. Donc ils ont les dents vertes, on partage la même chicha, la même toute main. Donc cette première rencontre avec la chicha peut être surprenante. Je connais peu de gens qui l'apprécient la première fois. Mais quand on passe cette première appréhension, on est pris par l'ambiance finalement. Parce que ce qu'il y a d'intéressant, c'est vraiment qu'on la boive en contexte rituel, dans un mariage ou funéraire ou un anniversaire, ou juste dans une chicheria, il y a toujours une ambiance autour. On ne boit jamais seul. Ah oui, j'ai oublié de le dire. On ne boit jamais seul dans les Andes, jamais. Donc, on n'est pas accoudé au bar avec sa toutouma. Donc, il y a forcément une ambiance, ça crée du lien social. Voilà. Donc, c'est un goût particulier, mais on s'y fait. Alors, je vais profiter pour lire une question que j'ai reçue sur Zoom. Est-ce que l'on boit de l'alcool couramment en dehors de ces cérémonies, ou bien la chicha est-elle réservée à ces fêtes des morts? Alors, il faut bien séparer le contexte rural du contexte urbain. En zone urbaine, parmi les classes moyennes, on peut boire, on a un accès déjà au restaurant, même à des bars, et donc on peut boire, bien entendu, en dehors du contexte rituel. Toutefois, la plupart des Boliviens d'altitude, enfin des vallées ou d'altitude, même dans les bars, même dans des appartements avec du parquet, vont chercher une plante ou quelque chose pour faire une petite libation para que nos vaya bien, et on ne sait jamais, quoi, hein. Et donc c'est vraiment ancré dans l'habitude, vraiment ancré dans le corps, et puis ce besoin d'alimenter la terre-mère. C'est intéressant parce que dans la région de Cochabamba où je travaillais, où j'habitais, le culte à la Pachamama est encore très, très, très présent.
alors, le culte du soleil qui était imposé par les Incas n'a pas eu le temps de vraiment s'installer. Donc c'est vraiment, les Incas sont arrivés à peu près au même moment que les conquistadors, enfin, en tout cas dans cette région, juste un petit peu avant. Donc ça n'a pas eu le temps d'être vraiment le rituel, la vénération dominante. Et encore aujourd'hui, vraiment en ville, on trouve, même encore en ville, même parmi les populations métisses, on trouve ce besoin d'aller, de toujours faire une chaya, on ne sait jamais. Voilà. Et sinon, à la campagne, non, on boit toujours en contexte rituel. Alors, de temps en temps, on peut boire pour un anniversaire, bon, après, il y a beaucoup de fêtes, hein, parce que si on compte tous les saints, les mariages, les morts, les Toussaints, les fêtes patriotes, le jour de la mer, ça c'est une des plus grosses fêtes aussi de Bolivie, le jour du drapeau, enfin le jour de la Pachamama. Bon, il y a beaucoup d'occasions, mais on ne boit pas en dehors de ces occasions, fort nombreuses. Ma question va être taquine et plaira à madame. Vous parlez beaucoup de boire, ça on comprend bien, mais vous insistez aussi sur la sexualité. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Il y a des orgies? Alors, c'est un vaste programme, hein, donc je vous ai montré les âmes qui se déguisent en morts, en défunts. C'est-à-dire que dans la vie quotidienne, on va rarement parler de sexualité. Voilà, très, très rarement. Enfin, c'est évoqué par... le quechua est une langue pleine de métaphores, donc on ne va jamais aborder la question de face. C'est toujours avec des métaphores, mais toujours sous-jacent, un peu partout, mais on n'en parle pas. Mais le jour de la Toussaint, par exemple, quand les âmes se déguisent en défunts, ils vont être très, très coquins. Et ils vont, surtout s'ils ont beaucoup bu, ils vont agir donc en tant que morts, mais du temps de son vivant. Hein, on est toujours un peu dans cette ambiguïté. Et par exemple, ils peuvent courir et attraper une jeune femme et mimer, comme ça, devant tout le monde, hein, dans la campagne, mais devant tout le monde, puisqu'on est tous en procession vers le cimetière, des positions sexuelles que je n'imaginais même pas qu'ils avaient imaginées. Mais ils peuvent aussi le faire sur des vieilles dames. Donc elles ont toujours un bâton pour faire fuir les âmes, dire tu ne m'emmèneras pas, et elles tapent pour de vrai. Alors évidemment, il n'y a rien de plus drôle que d'emmener l'anthropologue, surtout si elle a du barda avec une caméra, machin. Et c'est les dangers. L'autre forme de sexualité, l'autre manifestation de la sexualité. Pendant l'époque de la Toussaint, dans certaines régions, notamment de Cochabamba, on va boire dans des verres dits mal polis. Alors par exemple, ce sont des verres avec un pénis en érection, percé de petits trous partout. Et l'idée, c'est de boire sans en renverser. Enfin, en fait, il faut essayer de ne pas en renverser, mais forcément, on en renverse. Alors, évidemment, quand ça s'écoule du pénis, etc., donc ce sont des rituels d'abondance, mais qui ont lieu pendant les rituels funéraires et aussi les mariages. Mais il y a aussi la version féminine, donc des verres qui peuvent représenter des femmes dont tous les orifices sont des trous. Alors évidemment, on n'arrive pas tous à les trouer, et donc ça simule les fluides vitaux et aussi toujours l'idée de la fertilité. À l'époque de la Toussaint, on va aussi boire dans des verres qui sont qu'on appelle des diablitos, donc des diables, et qui sont des siphons, qui sont un serpent à tête de diable. Alors, avec toutes les connotations sexuelles qui vont bien, qui sont, alors là, vraiment... c'est encore une fois une rencontre des cultures, parce qu'il y a l'histoire du serpent, bon, on connaît bien, etc. Mais le serpent, dans les Andes, comme dans beaucoup de cultures, ce sont des animaux qui sont des passeurs. Non, ce sont des passeurs entre notre monde et le monde dedans, de l'inconnu, de l'obscur, du sauvage, quoi. Et ils savent se dissimuler entre ces divers mondes et puis communiquer avec. Donc, quand on boit dans un verre, enfin, quand on boit par la queue du diable,
on comprend qu'il y a aussi une connotation très marquée sexuelle. Et comme ça, on arrive à mettre en jeu, en lumière, en scène, la sexualité des morts. On joue aussi, alors j'ai écrit là-dessus d'ailleurs, il y a aussi des jeux, donc des balançoires, des grandes balançoires qui peuvent mesurer plus de 10 mètres de haut, sur lesquelles s'asseyent les cholitas, les femmes avec des jupes plissées, et qui sont tirées, des balançoires qu'on va retrouver dans des tableaux de Fragonard, par exemple. Donc on a ça dans notre iconographie européenne. Et d'ailleurs, il paraît qu'il y a aussi ce genre de balançoire installé à la sortie des cimetières, je ne sais plus où, en Espagne, j'ai vu ça après. Et donc, des jeunes gens qui vont tirer sur des cordes pour que les femmes puissent se balancer et attraper avec les pieds un cadeau qui est installé sur une arche en face. Bon, quand elles ouvrent les pieds pour attraper le seau ou l'ananas ou quoi, eh bien, tout le monde est dessous et regarde allègrement. Ça, c'est plutôt quelque chose d'espagnol, puisque je vous dis, j'ai retrouvé des traces. Mais c'est tout de même à l'époque de la Toussaint, et c'est le dernier jour, quand les morts apprennent à s'envoler vers le monde des morts. En fait, ok, ils sont venus 3 jours, on s'est occupé d'eux, maintenant, vous repartez, parce que nous, on doit reprendre notre vie de vivant, on a fait... Et donc, on leur apprend à s'envoler, et à travers la balançoire, on mime. Mais on retrouve ça aussi chez les Grecs, il y a cette histoire. Mais là encore, on comprend toute cette connotation, et on comprend que et tout ce qui fait plaisir aux vivants fait plaisir aux morts. Donc, aux morts et à la Pachamama, la terre-mère aussi, parce que les morts habitent dans la Pachamama. Et donc, il me disait, si quelqu'un a une relation sexuelle, ça fait plaisir. Ça fait plaisir à la Pachamama. C'est comme si elle jouissait à travers la jouissance des humains. Et comme ça, il y a un certain nombre de pistes qui arrivent qui nous permettent de révéler la sexualité des morts. Et je vous passe les représentations mochicas, qui étaient d'anciens péruviens, beaucoup plus anciens je pense qu'ils étaient, je ne sais plus, oh là là, quelle horreur, en tout cas plusieurs centaines de siècles en arrière, mais qui représentaient le même vers que moi je vous ai décrit, là, avec un pénis, mais souvent c'était des squelettes. C'était des squelettes, mais qui avaient une érection très importante et avec des trous partout, et on buvait... Bon, voilà. Donc, il y a des tas d'objets, de situations qui nous permettent de comprendre que les morts trouvent que certaines... Là, encore de l'espoir pour nous autres. Absolument. Dans notre vie future. Je suis ravie de l'apprendre. Il faut se dépêcher, surtout. Alors, j'ai une question ici sur Zoom. Le rite du vin de la Passion chrétienne, symbole du sang du Christ, proviendrait-il, je n'ai pas le reste de la phrase, d'une certaine façon, je pense qu'il veut dire de ces rites-là, je pense que c'est de rites anciens, au cours desquels le vin symboliserait le sang du défunt. Ouf, voilà. Alors je relis quand même. Hein, parce que je veux bien. Voilà. Le rite du vin de la Passion chrétienne, symbole du sang du Christ, proviendrait-il, d'une certaine façon, de rites anciens au cours desquels le vin symboliserait le sang du défunt? Alors là, ça, bien sûr, on a beaucoup écrit sur le sujet. Hein. La relation est aisée entre le vin et le sang, et dans la messe chrétienne, on le retrouve constamment. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment effectivement cette idée, cette notion est arrivée jusqu'en Amérique du Sud, et que cette chicha qui est jaune
finissent par représenter à son tour le sang. Donc on n'a plus cette analogie avec la couleur, mais on a le symbole qui reste, probablement parce que les effets sont aussi les mêmes. Et non seulement les effets, mais la fonction. On recherche cette ivresse, on cherche à communier, on cherche à boire aussi le Dieu, finalement. Cette chicha, elle est antéogène. On boit le Dieu, mais ça nous fait rencontrer aussi, rencontrer Dieu, ça nous met sur un pied d'égalité avec, parce que, évidemment, quand on boit une boisson divine, parce que ce que je n'ai pas mentionné, mais c'est que le maïs était considéré comme une plante divine. Donc, en fait, on boit une substance sacrée qui nous rend à notre tour aussi, en quelque sorte sacrée pendant un moment, et qui nous permet de dialoguer entre personnes sacrées. Mais ce qui est entre personnes, non, peut-être pas, entre entités. En tout cas, on peut parler en alter ego, on peut communiquer. Voilà. Un des rôles du vin ou de l'alcool en général, exactement, c'est cet accès finalement au domaine du sacré. Exactement. Et ça apparaît dans la plupart des religions en fait. D'autres questions? Oui. Moi, j'avais une question sur les enjeux liés au genre, parce que dans vos photos, j'avais l'impression que c'était très... il y avait des moments avec des femmes, d'autres moments avec des hommes, et qu'il y avait peu, finalement, de photos où on les voyait ensemble. Alors peut-être, j'ai pas fait attention à de rares exceptions près. Du coup, j'ai deux questions. La première, est-ce que effectivement, ce sont des rituels qui sont très genrés, avec les femmes qui préparent l'autel, qui défont l'autel, les hommes qui font le four et qui boivent et font les libations à certains moments que vous avez montrés. Donc, est-ce qu'il y a vraiment cet enjeu de genre qui est très marqué? Et la deuxième question qui est liée à ça, c'est du coup, vous, en tant qu'anthropologue et en tant que femme, comment vous arriviez à créer ce lien, à être observatrice ou dans une observation participante, dans des moments qui étaient peut-être réservés aux hommes. Voilà, deux questions en une. Alors, effectivement, les rituels sont très genrés. Chacun a son rôle dans la préparation, même dans la façon de prendre les repas. Hein. Vous avez vu, je vous ai montré, tous les hommes étaient assis d'un côté, toutes les femmes de l'autre. Mais la préparation de l'autel, si bien, chacun a sa tâche, mais on l'a fait conjointement. Hein. Donc, les femmes font le pain, les hommes vont accrocher le pain ou vont les mettre au four, les femmes vont préparer les plats du mort, pendant que les hommes vont accrocher les pastèques, des choses comme ça. Chacun a son rôle, mais tout le monde participe. Ceci dit, lors des cérémonies, c'est vrai qu'en règle générale, les hommes sont d'un côté, les femmes de l'autre. Bon. Ce qui rend compliqué, effectivement, l'observation participante. Alors moi, j'avais trouvé la parade. Donc forcément, j'avais accès au monde des femmes. Ça, j'ai épluché suffisamment de kilos, je ne sais pas combien de pommes de terre, pour avoir le droit d'accéder à ce monde qui est absolument fantastique, hein, de la cuisine, où on est assise par terre et on épluche tout en faisant des commentaires, en faisant circuler les rumeurs, etc. Et le monde des hommes était beaucoup plus cloisonné pour moi. Alors, moi, j'avais trouvé le Ernesto, donc, qui était étudiant en sociologie, mais c'était un hasard, hein, un heureux hasard certes, mais un hasard, et qui du coup était mes yeux et mes oreilles, mais me permettait d'entrer dans le monde des hommes. Parce que finalement, moi, j'étais quelqu'un d'un peu liminaire. Hein. J'étais finalement l'anthropologue, je faisais un peu peur, en même temps je rigolais, donc puis du coup, j'ai dû boire beaucoup de chicha, hein, pour me faire accepter par les hommes, parce qu'ils aimaient beaucoup me mettre à l'épreuve, vraiment. Et il fallait tenir le coup, mais je pense que d'avoir démontré cette bonne volonté face à la chicha m'a permis d'être avec eux. Mais c'était toujours compliqué, et bon,
Mais les femmes avaient aussi les yeux fixés sur moi. Enfin bon, c'était pas toujours facile. Mais comme j'avais mon chaperon, on arrivait à faire affaire. Voilà. Puis j'y suis allée des années et des années, donc à la fin, bon, je faisais partie des meubles, disons. Bien, je pense que nous allons terminer cette séance en... Ah bon, il y a quelqu'un qui veut poser une dernière question? Oui. Attention. Oui, si, c'est possible, c'est parce que je ne voyais plus personne demander la parole. Merci beaucoup pour votre exposé, donc la soirée n'est pas finie. Non, en fait, moi j'avais une question en suivant sur du coup les rites initiatiques, pour savoir à partir de quel âge donc on pouvait avoir accès à la chicha, et du coup comment ça se passait ces rites, que ce soit du côté des hommes et du côté des femmes. Voilà, merci. Alors, sur cette question, je viens de publier d'ailleurs un chapitre d'ouvrage qui va sortir bientôt sur l'apprentissage du goût de l'alcool et puis de l'ivresse. Une des premières Toussaint à laquelle j'ai assisté, ah oui, vous imaginez que si on boit une trentaine de litres d'alcool, de chicha, eh ben, il faut l'éliminer. Il n'y a pas de toilette. Donc, eh bien, on part derrière la maison. Mais il y a les femmes en jupe et il y a les femmes en pantalon. Enfin, la femme en pantalon. Donc, moi, j'avais les fesses à l'air, donc je faisais ça vite, mais elle s'asseye et éventuellement, elle discute. Et donc, j'étais dans cette situation pas hyper confortable et je vois une femme assise en train d'uriner, en train d'allaiter et à qui on donnait à boire en même temps. Donc, elle buvait, ça passait dans le lait, ça passait par là aussi. Waouh, là, ça m'avait vraiment interpellée. Et on comprend la circulation des liquides, l'importance justement de transmettre. Mais dès lors que le bébé est soumis finalement déjà au goût de l'alcool, il crée une appétence. En tout cas, j'en fais l'hypothèse. Parce que les petits-enfants adorent la chicha. Ils adorent, il faut leur enlever. Et ils me disent, mais non, mais c'est sucré. C'est pour ça ils aiment bien. Alors qu'on dit aussi que la meilleure chicha est celle qui est caïma, ça veut dire sans sucre, insipide. Mais c'est à tel point, ils sont à tel point soumis constamment à ce goût-là, mais pas beaucoup, hein, un petit peu, pas beaucoup. On ne veut pas que les enfants s'enivrent, les tout petits, mais on les laisse boire. Moi, une fois, j'allais avec mes enfants sur le terrain, et j'avais mon tout petit garçon qui avait 1 an, il avait des boucles blondes. Et j'ai dû aller chercher quelque chose assez loin, ça montait comme ça, on était haut. J'ai demandé aux personnes âgées de la communauté s'ils pouvaient s'occuper d'Alexis les 10 minutes, un quart d'heure dont j'avais besoin pour aller chercher. Quand je suis revenue, j'ai vu, horreur, une toutouma et des boucles au-dessus. Il buvait comme... Oh, je me dis, mais c'est mon fils, qu'est-ce que vous avez fait? Il avait tellement envie. Et j'ai dit, on s'en fiche qu'il ait eu envie. Ah oui, mais ça peut les tuer si on ne leur donne pas. Il faut toujours satisfaire leurs besoins, leurs envies, etc. Bon, il a bien dormi après. Bon, je n'ai pas prévenu le père tout de suite. Et plusieurs fois, ils lui ont donné. Donc, en fait, ils sont soumis comme ça, constamment. Même quand les femmes sont enceintes. Moi, quand j'étais enceinte, j'ai dû arrêter d'aller sur le terrain parce que il me disait, mais c'est alimento es, c'est un bon aliment, c'est très nutritif. Bon, et il n'y avait pas moyen. Alors, soit j'allais avec de temps en temps, je suis allée sur le terrain avec mon mari, pas toujours, hein, parce que. Et alors, s'il buvait pour moi, en plus de pour lui, ça pouvait marcher. Mais sinon, il fallait que je boive ma part. Alors, ok, parfois on peut donner un peu plus à la Pachamama et aux morts, mais si on se fait attraper, il nous donne le double. Donc, enfin, tout ça pour dire que depuis tout petit, les enfants sont exposés à la chicha. Mais comme je vous ai dit, c'est 3 à 6 degrés, c'est pas très élevé. Mais on a l'habitude dans les fêtes, on leur donne toujours un petit peu, on leur fait goûter. Même des bébés dans le dos, dans la gouaillot, dans le tissu coloré, moi j'ai vu des mamans leur donner comme ça à boire alors qu'ils n'ont même pas 1 an parce qu'ils ont soif. Et donc comme ça. Et quand ils sont petits, on les laisse boire. Et ensuite, vers l'adolescence, les femmes, les jeunes femmes, vont moins boire. Elles vont, parce que
il y a énormément de grossesses non désirées, beaucoup de viols, notamment suite au fait trop arrosé. Énormément. Donc parfois, les femmes et les jeunes filles essayent de moins boire. Mais bon. Et une fois qu'elles sont mères, de nouveau, elles peuvent recommencer à boire au même rythme que les hommes. Voilà. Et c'est le fait de devenir femme, mère, elles ont un rôle actif dans la communauté. Et donc, elles peuvent boire parce que c'est socialisant, c'est important. Voilà. Et après, celles qui boivent énormément, ce sont les femmes les plus âgées, parce qu'il y a une sorte de processus d'androgynisation, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de crainte par rapport à leur fertilité. Ça y est, elles ont élevé leurs enfants, il n'y a plus de risque, quoi. Elles ne peuvent plus aller voir d'autres hommes. Enfin, elles peuvent, mais en tout cas, elles ne se reproduiront pas avec eux, etc. Donc, à partir de la ménopause, on voit des copines, quoi, qui vont de temps en temps à la chicheria pour partager quelques tutumas, donc ces calbas de chicha. Merci beaucoup. Nous allons remercier notre conférencière. Merci. Et nous remercions le public aussi pour sa présence, son intérêt. Et voilà la prochaine séance des Vendanges du Savoir, le 9 mai, une leçon de viticulture durable par les Grecs anciens, par Thibaut Boulet, qui est spécialiste en histoire ancienne à l'Université de Tours. Je vous souhaite une très belle soirée et ne pourra être que belle après tout ce que nous avons entendu. Bonne soirée et à la prochaine séance.